Bienvenue à tous, je m'appelle Anaïs et j'écris de la poésie depuis l'âge de 13 ans. J'aime à désacraliser l'art de la poésie au quotidien et dans ce podcast qui vous encourage à prendre la plume et oser les vers à travers vous. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce 3e épisode du podcast La poésie dans son essence. On va continuer à parler de cette thématique des 4 blocages face à la poésie et comment les dépasser. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder le 2e blocage, j'ai envie de revenir sur le comment j'ai découvert ces blocages-là autour de moi. Donc comme je le disais dans les épisodes précédents, c'est au moment où j'ai commencé à parler de la poésie à mon entourage et aux gens que je côtoyais. Et c'est à ce moment-là où j'ai reçu en réponse ces phrases très fortes qui me laissaient penser et croire qu'il y avait un blocage. Et pour bien comprendre mon étonnement face à la force et à la puissance de ces réponses, j'aime bien mettre en parallèle le monde de la musique, qui est aussi un univers qui fait partie de moi et qui fait partie de ma création. Et même si je défendrai toujours l'idée que la musique est l'art le plus universel et qui touche le plus grand nombre, selon moi, malgré tout, quand j'aborde ce sujet, même si je m'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément une familiarité forte avec la musique, qui ne sont ni musiciens, ni très grands amateurs de musique, qui sont peut-être simples consommateurs de musique, j'ai pas ces retours-là. C'est-à-dire que la personne peut peut-être me dire « Ah bah écoute, moi mes connaissances se limitent à te dire que je préfère tel style de musique, mais si tu me parles d'harmonie, de notes, là, ça me dépasse. » Mais il n'y a pas cette énergie forte qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me dit « moi, la poésie, ça me dépasse », c'est pas le même « moi, les notes, le solfège ou qu'importe en rapport avec la musique me dépasse ». Parce que j'ai l'impression que c'est tout à fait normal pour tout un chacun de ne pas avoir des connaissances en solfège. C'est mon cas, hein. J'ai aucune connaissance académique derrière. Donc j'ai l'impression que c'est tout à fait accepté et acceptable de ne pas avoir de connaissances en solfège. Et donc la personne peut me dire avec une émotion neutre « je n'ai pas de connaissances en solfège, si tu vas sur ce sujet-là, ça me dépasse ». Par contre, en poésie, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de charge émotionnelle tellement forte, alors que même si c'est un sujet qui ne passionne pas la personne qui m'écoute, c'est comme s'il y avait un sentiment d'infériorité face à la personne qui parle de poésie. Et c'est suffisamment étrange et étonnant pour m'avoir alerté sur le moment. Voilà, je voulais préciser un petit peu pourquoi je parle de ces blocages et que j'utilise volontairement le terme de blocage. Je sentais une émotion très forte qui n'était pas forcément liée à la personne en tant que telle, mais je pense vraiment plutôt à ce que représente la poésie dans la société actuelle, ce que représente la poésie dans l'histoire, dans la culture, dans l'histoire culturelle que l'on peut avoir, et l'importance et la force qu'elle peut avoir sur l'histoire et finalement par ricochet sur son image elle-même. Et c'est pour ça que ce podcast me tient vraiment à cœur. Alors évidemment que mon but premier est d'amener la poésie à tout à chacun qui aurait envie de pouvoir accéder à la poésie, mais qui n'osent pas ou qui ont tout un tas de raisons. Mais la 2e raison, c'est aussi vraiment de désacraliser cette poésie. Je l'ai dit très souvent durant les 2 premiers épisodes, mais c'était pour moi important de préciser juste cette nuance où entre les 2 réponses qui fondamentalement sont les mêmes, à la seule différence qu'il y avait une émotion beaucoup plus importante et beaucoup plus forte derrière la phrase qui concernait la poésie, avec l'image de la poésie que l'on a encore aujourd'hui. Alors effectivement, de ce point de vue-là, c'est peut-être pas forcément une image qui est positive, dans le sens où elle va peut-être amener à des blocages, à des émotions fortes, à un sentiment d'infériorité par rapport aux gens qui ont un accès à la poésie. Mais il y a un côté quand même très très positif derrière, selon mon avis et selon mon analyse. Si elle a une telle image et une telle aura, c'est qu'elle a une puissance énorme. Et je suis convaincue de la puissance des mots, je suis convaincue de ce que l'écriture et la poésie peut transmettre, peut communiquer, peut permettre de soigner, de guérir, d'apaiser, d'aimer, d'apprécier, de dénoncer, de lutter, peu importe. La poésie est tellement grande dans son impact et dans sa force que j'aime à croire que c'est aussi ça qui fait que même aujourd'hui, même si la poésie est de plus en plus désuète dans l'esprit collectif, elle a toujours une importance et une force incroyable et une aura incroyable.
Donc allons-y, rentrons dans le vif du sujet de ce deuxième blocage qui est selon moi « je ne comprends pas, je n'ai pas le vocabulaire ». C'est une phrase qu'on m'a aussi très souvent dit, ou c'était peut-être déjà une phrase qui a été formulée par des personnes qui ont osé la poésie. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que le premier blocage, pour rappel, c'était que la poésie était trop élitiste pour moi et que je n'étais pas à la hauteur. Donc ça, souvent, c'est un blocage qui est tellement fort que la personne ne va peut-être même pas envisager d'en lire ou d'en écouter ou ne serait-ce que de découvrir. Mais ce deuxième blocage, la plupart du temps, et là je vais vraiment prendre ce blocage-là avec cet axe-là, ces deux phrases en tout cas sont dites par des personnes qui ont déjà osé la poésie. Alors, soit par le biais scolaire, comme je l'ai souvent répété, et que le souvenir qu'ils avaient de cette poésie-là était celui de ne pas avoir le vocabulaire suffisant ou ne pas avoir les compétences littéraires pour comprendre la poésie, tout en sachant, et ça je le précise, que la plupart des textes qui sont étudiés à l'école, ou en tout cas au tout début, sont des textes de siècles passés, avec une langue des siècles passés, qui a évolué, qui a changé, avec des codes que l'on n'a pas, et que peu importe notre faculté, notre capacité à être à la poésie, il y a des codes que l'on n'a pas. Et en toute franchise, en toute honnêteté, il y a certains poèmes ou certains termes ou certaines tournures de phrases auxquelles je n'ai pas accès, malgré ma sensibilité très forte et mon lien fort avec la poésie. Donc tout ça pour dire que si cette phrase qui est « je ne comprends pas et je n'ai pas le vocabulaire » pour accéder à la poésie est en lien avec cette découverte de textes bien plus anciens que nous, selon moi, c'est très très dommage parce qu'il suffirait peut-être à ces personnes-là de lire un poème contemporain pour en fait réaliser tout de suite d'emblée, sans même que j'articule un argument, le fait qu'elles comprennent la poésie finalement et qu'elles ont accès à la poésie parce qu'en fait c'est un langage qui est le leur, qui est contemporain à leur langage. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles les personnes ont pu me dire « je n'ai pas le vocabulaire, je ne comprends rien à la poésie ». Mais il est pour moi beaucoup plus intéressant d'axer sur les personnes qui m'ont formulé ces phrases après avoir testé même de la poésie contemporaine. Et là, ce qui a été intéressant dans ma volonté d'aller chercher et creuser ce blocage-là pour comprendre d'où il venait, ce qui était intéressant, c'était de m'arrêter sur la manière dont ces personnes abordaient les textes. Et dès que je posais la question à ces personnes-là en disant « Très bien, mais comment abordes-tu les textes ? Comment as-tu lu le dernier texte de poésie que tu as pu lire ?» La plupart du temps, les gens me répondaient « je l'ai lu, j'ai ouvert un bouquin ou bien je suis tombée sur... souvent c'est des posts avec des extraits de poèmes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, etc. Qui sont en plus, faut être honnête, à ce moment-là, dénués de l'ensemble du poème, donc c'est des fois beaucoup plus compliqué, à moins que ça soit un poème à quelques vers. Hein. Là, pour le coup, si le poème est dans son entier, c'est beaucoup plus simple, mais souvent, c'est juste une strophe d'un poème, donc sorti de son contexte, sorti de son sens, sorti de plein d'éléments qui pourraient nous aider aussi à le comprendre. Les personnes me disaient, mais en fait, voilà, je suis tombée sur ce post-là, j'ai lu, j'ai rien compris. Ou j'ai ouvert tel recueil de poésie, j'ai lu un poème, peut-être que le titre me parlait, peut-être que c'était au hasard, et j'ai rien compris. Alors, déjà, pour moi, il y a un élément qui est extrêmement important à comprendre dans la poésie, peu importe de quel siècle elle est, peu importe de quel style elle est, peu importe de quel auteur elle est, la poésie a un élément supplémentaire à la prose qu'est la musicalité. Alors, c'est très drôle en soi que lors de l'introduction, j'ai parlé de la musique, mais c'est vrai que c'est un exemple que je donne souvent. Mais en fait, pour moi, une des définitions de la poésie, on va dire technique, entre guillemets, c'est que la poésie est l'union entre la musique et la prose. C'est-à-dire que l'on prend certains attributs de la musique, certains attributs de la prose, qu'on les mélange et que ça donne de la poésie. Et ces attributs-là sont, pour la prose, les mots, et dans la musique, la musicalité. Alors, les mots, vous savez ce que c'est. Par contre, la musicalité, c'est un terme un peu plus barbare, peut-être, et qui nécessite un intérêt particulier. Et ça me met en joie d'ailleurs de donner un gros coup de projecteur sur la musicalité parce que je pense que c'est un des éléments les plus importants pour moi à saisir à travers la poésie. Alors,
À nouveau, pas tous les poètes ont un attachement particulier à la musicalité, pas tous les poètes ont cette envie de faire sonner les vers, mais sonner en termes musicaux. Pas tous les poètes seront d'accord avec ma définition de la poésie, ça je l'entends. Mais personnellement, je suis assez convaincue que dans chaque poésie, il y a de la musicalité, d'une manière ou d'une autre. Donc bref, qu'est-ce que la musicalité ? À nouveau, je ne vais pas vous donner une définition de dictionnaire, ce n'est pas le but, on n'est pas là pour ça. J'aime à donner ma vision et ma sensibilité. La musicalité est le roulis des mots. Une de mes thématiques phares dans la poésie, c'est les bateaux, la mer et la grande étendue d'eau. Ce qui est assez paradoxal parce que j'ai pas forcément une passion pour la mer, je suis plutôt montagne que mer d'ailleurs. Mais voilà, il y a une symbolique qui est très très forte derrière, qui a évidemment un trait aussi au classique. Je pense que là, elle a toute sa place aussi dans l'explication de ce qu'est la musicalité. On peut peut-être prendre aussi les trains par exemple, mais c'est en fait le bruit que peut faire un bateau sur l'eau ou un train sur les rails. Alors, pour le train, effectivement, c'est normalement assez régulier et c'est pour ça que je préfère avec le bateau, puisque le bateau, selon la force de la vague, selon sa vitesse, selon son changement de direction, selon plein de choses, ce bruit-là va glisser, mais il sera différent. Ce qui va différencier ces deux bruits-là, c'est l'irrégularité de la mer ou du lac ou de l'océan face à la régularité du train. Mais la régularité du train est selon moi essentielle à percevoir puisque, au-delà du fait que le son est régulier, il donne une espèce d'impulsion. C'est-à-dire que à partir du moment où on a entendu, on va dire 3 ou 4 fois de suite ce roulis-là, tutum, 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 tutum. Là, si je m'arrête, dans votre tête, certainement, vous avez encore entendu le bruit qui se poursuivait. Et c'est ça que j'appelle la musicalité. Alors, dans la mer, le rythme n'est peut-être pas forcément aussi régulier que les trains. Mais la musicalité est ce phénomène que l'on a lorsque, en répétant quelque chose, le cerveau intègre une certaine rythmique, dans ce cas-là un certain roulis, et qui, par l'effet de la pensée, malgré le silence, et c'est un peu le même phénomène que l'on peut retrouver avec la rime. C'est-à-dire que, à partir du moment où on a lu, par exemple, 2 strophes, voire 3 strophes avec la même rime, on s'attend, ou en tout cas, notre cerveau s'attend à ce que le vers d'après se termine avec la même rime. Alors, on peut s'amuser, évidemment en poésie, on peut s'amuser, on peut ajouter justement des cassures pour pouvoir provoquer de l'émotion, pour pouvoir provoquer quelque chose. Mais justement, c'est parce que on s'attend à cette même rime que l'on peut créer une émotion ou une coupure ou une fracture. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, en poésie, on s'amuse indirectement, mais en tout cas, on travaille avec cet élément qu'est notre capacité cognitive à recréer les choses. Je m'égare peut-être, et je savais de toute manière que aborder la musicalité n'était pas chose aisée, mais il est très important pour moi que vous puissiez percevoir, en tout cas, ce biais cognitif, entre guillemets, ou en tout cas, ce lien que la poésie peut avoir avec l'esprit humain. Alors, j'ai bien envie de consacrer un épisode entier sur la musicalité. Ça me permettra aussi de pouvoir vous donner des exemples pour que vous puissiez cerner et peut-être beaucoup plus comprendre ce que j'entends par la musicalité. Mais là, le but est de vous introduire cette notion-là de musicalité pour que vous puissiez un petit peu comprendre déjà l'idée et que l'argument que je vais vous donner face à ce blocage de « je ne comprends pas, je n'ai pas le vocabulaire » puisse résonner un minimum dans votre esprit. Très souvent, si l'on est face à un poème et que l'on décide de le lire soi-même, et que c'est un poème que l'on n'a jamais lu, qui potentiellement contient des mots que l'on ne comprend pas. Aucune personne n'est un dictionnaire sur pattes, donc c'est tout à fait logique et tout à fait normal que certains mots nous échappent. Dans ces moments-là, souvent, on va crocher un peu à la lecture. La lecture ne sera pas fluide. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on lit un texte, un discours pour la première fois. Pour que le discours soit fluide, pour qu'il sonne bien, pour qu'on puisse mettre de l'intention, on va le lire plusieurs fois. Déjà, on va le lire une fois d'une traite, de manière complètement neutre. Ensuite, on va peut-être le déchiffrer, on va peut-être cerner son sens, on va cerner ses émotions, on va le relire plusieurs fois pour dire comment je vais l'interpréter, où je vais mettre telle intention ou telle émotion, etc. Pour au final aboutir à un discours qui tienne la route et que la forme
et le fond s'assemble et se lie. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens vont aborder un poème avec tous ces freins-là qui sont complètement normaux. Le commun des mortels, même la personne la plus à même de lire de la poésie, passe par ce déchiffrage et cette découverte du poème. Personne ne peut lire un poème en un claquement de doigts comme si c'était une évidence. Donc, à cette première lecture-là, il est très très difficile de déceler une certaine musicalité. Parce qu'on croche sur les mots et que du coup, c'est comme si le train en fait était un petit peu usé et puis que de temps en temps, ça ripait sur les rails. Je m'y connais pas beaucoup en train, donc excusez-moi si j'utilise pas les bons termes et que ça n'a aucun sens ce que je dis. Mais c'est comme si le train en fait ripait un petit peu ou crochait sur les rails. Donc, c'est un élément que l'on perd à la première lecture. Fondamentalement, on perd un élément de la poésie. Et on perd, selon moi, aussi une certaine compréhension. Et là, je parle pas évidemment du vocabulaire, mais une certaine compréhension de la poésie. Donc ça, c'est le premier point. Et pourquoi je parle de cet aspect-là alors qu'en fait on parle normalement de vocabulaire dans le blocage? C'est justement pour amener le fait que le lecteur va vouloir absolument tout comprendre du premier coup. Peut-être qu'une personne va lire une strophe et s'arrêter en disant « mais j'ai absolument rien compris ». Au-delà du fait que l'on découvre un nouveau texte et que l'on croche sur les mots et que l'on croche automatiquement sur la fluidité de lecture, il y a une double difficulté puisque de 1, on perd la musicalité, de 2, on perd aussi tout l'essence de la poésie, on perd le côté émotionnel de la poésie. J'avais donné la définition juste avant de la poésie comme étant l'union entre la musicalité et les mots, mais de cette union, selon moi, naît l'émotion. On met de l'émotion dans cette union-là quand on la crée et on provoque de l'émotion ensuite grâce à cette union. Et si l'on aborde la poésie comme une lecture tout à fait lambda, on va vraiment passer à côté. Ou alors il va falloir énormément de temps de lecture et de temps d'implication sur le texte pour pouvoir le saisir. Et souvent, les personnes qui ont pu me dire « je ne comprends pas, je n'ai pas le vocabulaire », c'est des personnes qui justement ont fait une première lecture, qui ont peut-être été un petit peu plus loin en tentant de relire une strophe, un vers, en cherchant peut-être un mot dans un dictionnaire et qui se sont dit « ah c'est bon quoi, c'est bon, j'arrête là, je comprends rien ». Et il y a de nouveau cette espèce de sentiment d'infériorité qui arrive en disant « non mais j'ai pas le niveau pour pouvoir comprendre la poésie ». Alors que c'est totalement faux, puisque selon moi, ces personnes ont abordé la poésie du mauvais côté. Donc mon véritable conseil, ou en tout cas argument contre ce blocage-là, c'est ne commencez pas à lire une poésie, commencez par l'écouter. Donc si vous êtes en compagnie de quelqu'un, et ce qui pourrait être encore plus intéressant, c'est que cette personne-là soit intéressée par la poésie, puisse vous la lire. Même si cette personne-là a justement une lecture un peu qui croche, etc. Mais le fait d'entendre la poésie permet d'avoir ce détachement-là et de ne pas être acteur de la lecture. Parce qu'en étant acteur de la lecture, on a le sentiment d'avoir une obligation de saisir les mots parce qu'en fait on est acteur de cette lecture. Alors que si on est acteur passif, c'est-à-dire qu'on est actif dans notre écoute, mais on n'est pas vraiment actif dans la lecture, eh bien, toute cette espèce de pression de « il faut que je comprenne chaque mot, chaque phrase, chaque tournure, chaque sens, etc. » disparaît. Parce qu'une personne est en train de lire et que même si vous n'avez pas compris un mot, elle continue la lecture. Et qu'à un moment donné, eh bien, si vous vous arrêtez sur chaque mot que vous ne comprenez pas, vous allez perdre le fil. Donc, pour pouvoir continuer à suivre la lecture de la personne qui est en train de vous la lire, eh bien, vous allez très vite comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter sur chaque mot. Et là, je prends un exemple, toutes personnes qui ont essayé un jour de lire un texte en langue étrangère avec des faibles connaissances dans cette langue-là, quel est le conseil que tout le monde vous donne à ce moment-là? C'est tu ne comprends pas un mot, cherche le contexte autour. Et peut-être qu'avec le contexte autour, tu vas comprendre le mot. Et ça, je pense que c'est un conseil qui est précieux dans la lecture d'une poésie. Déjà, si vous êtes en train de lire une poésie, arrêtez-vous pas sur les mots ou ne cherchez pas ce mot dans le dictionnaire, mais plutôt essayez de comprendre peut-être avec le sens autour. Mais comme mon conseil est d'entendre, de se faire lire une poésie, à ce moment-là, c'est le contexte autour qui va faire que la définition de ce mot-là n'est pas si important finalement à la lecture. Et que le simple contexte du mot va en fait déjà vous transmettre son intention et sa définition. Et c'est là où rentre en compte justement le côté émotionnel dans une poésie où vous n'avez pas besoin de saisir tous les mots pour comprendre l'intention d'une poésie.
Parce que la poésie, c'est beaucoup plus haut que ça. Et je reviens aussi sur un élément que je vous avais donné lors du précédent podcast, qui est le côté hermétique ou volontairement intime de certaines tournures de phrases ou de certains mots. Et avec mon exemple où dans une de mes poésies, j'avais cité l'antillide, qui est une fleur. Laissez tomber la compréhension du mot juste pour essayer de comprendre l'intention de la phrase, tout en sachant que cette phrase relève en fait de l'émotionnel et du sentiment que l'on a au milieu d'un pré lorsqu'on rencontre cette fleur, peu importe qu'elle soit jaune, verte, qu'elle s'appelle comme ci ou comme ça, peu importe sa définition, en fait c'est l'émotion et c'est le contexte du vers ou de la strophe qui nous présente cette émotion-là qu'on a peut-être tous ressenti à un moment donné lorsqu'on est en nature dans un champ, cette émotion-là qui est importante. Pour vous qui êtes en train de lire ce vers, eh bien peut-être que cette fleur va faire écho à un arbre, parce que vous avez un lien particulier avec un arbre. Ou peut-être que cette fleur va faire écho à un coquillage, et qu'on n'est plus dans les Alpes, mais on va se retrouver sur la mer, parce que vous êtes une personne peut-être beaucoup plus maritime, ou peut-être que ça va être un monument dans lequel vous vous sentez bien. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, la poésie, ce n'est pas quelque chose que l'on doit lire mot pour mot, que l'on doit comprendre mot à mot. Le sens d'un poème se trouve entre les lignes, entre les vers, entre les strophes, dans les silences. Et ça, même si ça peut paraître barbare et même si on a l'impression qu'il faut X mois de lecture de poésie pour essayer de le percevoir, croyez-moi, c'est faux. Chacun d'entre vous avait cette faculté à comprendre et à lire entre les lignes et entre les mots, et surtout à lire dans les silences. Si vous avez déjà regardé un film, vous avez déjà perçu l'importance du silence. Si vous avez déjà assisté à une pièce de théâtre, vous avez certainement compris l'importance du silence. Si vous avez déjà eu une conversation avec quelqu'un, vous avez aussi saisi l'importance du silence et l'importance de ce qu'il y a entre les mots. Donc tout à chacun a la capacité, à son niveau cognitif, à son niveau de développement social, etc., a la capacité de percevoir quelque chose dans les silences, avec des définitions différentes certes, avec des sensibilités différentes aussi, mais a une compréhension de ce qu'est la communication entre les mots, la communication dans les silences. Et vraiment, je pense que c'est un élément essentiel à la compréhension de la poésie. Parce que si l'on n'aborde pas la poésie en ayant cette lecture-là, eh bien évidemment qu'on va trébucher sur un mot, sur une tournure, etc. La personne la plus éveillée à la poésie, comme la personne la plus réticente à la poésie. Tout le monde va trébucher là-dessus. Donc, mon conseil face à ce blocage qui est « je ne comprends pas, je n'ai pas le vocabulaire » est, premièrement, faites-vous lire une poésie. Si vous n'avez personne à côté qui peut vous lire une poésie, alors vous avez déjà une quantité astronomique de poésie audio, c'est le pendant du livre audio, mais sur internet vous pouvez trouver plein de poèmes qui sont lus et qui en plus de ça sont souvent lus et bien lus parce que c'est des personnes qui ont travaillé cette lecture et qui vont du coup vous servir sur un plateau d'argent la musicalité, l'émotion et tout ce qui est entendu entre les mots. Mais si par exemple vous lisez un auteur contemporain qui n'a pas forcément de lecture audio sur internet, à ce moment-là, eh bien essayez de mettre votre cerveau sous off dans la réflexion et juste lisez une fois le poème et enregistrez-vous quand vous êtes en train de le lire. Mais sans crocher sur les mots, et même si vous crochez sur un mot, reprenez, c'est pas grave. Mais enregistrez-vous et ensuite écoutez l'enregistrement. Et croyez-moi, ça va déjà tout changer. Le deuxième conseil est de ne pas chercher à tout comprendre, de ne pas chercher à comprendre chaque mot, à chaque tournure. Non, laissez-vous bercer par ces mots, par cette lecture, et juste essayez de vous concentrer sur ce que ça peut vous provoquer en vous. Peut-être qu'il n'y a qu'un vers sur une strophe qui vous parle et que vous comprenez parfaitement, mais c'est peut-être pas de la compréhension de vocabulaire, c'est une compréhension finalement qui vous parle et qui résonne en vous. Plutôt que de se tourner vers la poésie, et vers les mots, et vers l'envie de comprendre, juste allez en vous, à l'intérieur de vous, et en fait laissez ressortir toutes les images, tous les souvenirs, toutes les émotions qui peuvent être associées à un mot, à une phrase, une strophe, un poème. Et croyez-moi, quand vous faites cet exercice-là, vous aurez compris le texte. Du moins, vous aurez eu votre propre compréhension. Et pour moi, c'est celle qui vaut
absolument toutes les compréhensions. C'est très intéressant de savoir ce que l'auteur, le poète, a voulu dire et a voulu transmettre, mais pour moi, la seule et unique compréhension valable face à un poème, c'est celle qui est en vous et c'est celle qui est accrochée à votre histoire, à vos émotions, à votre parcours, et c'est celle qui résonne en vous. Et ça, c'est la vraie, selon moi. Donc, j'espère qu'après ces conseils-là, il n'y aura plus de « je ne comprends pas la poésie » ou « je n'ai pas le vocabulaire ». Et croyez-moi, même si j'écris de la poésie, il y a plein de mots que je ne connais pas, il y a plein de tournures sur lesquelles j'ai des doutes, et je suis persuadée que dans ces podcasts-là, même si je tente d'avoir une attention très particulière sur la tournure de mes phrases, mais je suis persuadée que j'ai fait une grande quantité de fautes de français déjà. Donc, croyez-moi, ce n'est pas la compétence linguistique, ce n'est pas la connaissance de vocabulaire d'une langue qui vont faire que vous allez comprendre un poème ou pas. Et pour terminer, j'ai poussé ce vice-là à l'extrême, parce que ça m'amusait en fait de détourner justement cette lecture pure et dure, factuelle, littérale d'un texte de poésie. Et je me suis dit, si ce que je considère comme important dans la poésie est la musicalité et le sens entre les lignes, entre les mots et dans les silences, eh bien, je vais m'amuser à écrire un poème avec des mots qui n'existent pas. Et ce qui est drôle, c'est que je le lis très souvent à des personnes qui justement m'éprouvent ce blocage-là, sans trop dire ou sans trop dévoiler les conseils que je viens de vous donner. Je leur lis cette poésie et à la fin, ils me regardent avec un air dépité en me disant « Bah tu vois, j'ai rien compris ». Ou alors, où tu trouves ces mots ? Ils sont tellement persuadés de ne pas avoir le vocabulaire et de ne pas comprendre la poésie qu'ils n'ont même pas la présence d'esprit ou la clairvoyance de se dire en fait ces mots ça n'existe pas, c'est pas possible, je veux dire que je comprenne pas un d'accord, que je comprenne pas deux d'accord, mais que je capte pas un mot de toute la poésie, c'est qu'il y a quand même un problème. Et ils sont tellement persuadés que c'est eux le problème qu'en fait ils ne prennent pas ce recul-là en disant c'est une langue qui n'existe pas là, c'est pas possible. Donc tout ça pour vous dire que le problème ne vient pas de vous, le problème ne vient pas de la poésie, le problème vient simplement de la manière dont vous abordez la poésie, tout bêtement. Et que si déjà vous éteignez votre cerveau à la première lecture, que vous ouvrez votre cœur, que vous ouvrez vos émotions, que vous ouvrez... Ah oui, alors une partie du cerveau qui est importante, c'est les souvenirs liés aux 5 sens que vous pouvez avoir. Si vous ouvrez tout ça et que vous lisez votre texte, ou que vous vous faites lire votre texte, vous allez comprendre n'importe quel poème que vous allez lire. Et même des poèmes dans une langue étrangère. Si le poème est lu avec la bonne intensité et la bonne émotion, croyez-moi, vous allez comprendre tous les poèmes dans toutes les langues du monde entier, avec aucun blocage. Et c'est ça la force de la poésie, c'est ça la force de l'art de manière générale, mais c'est ça la force de la poésie. C'est qu'elle a des éléments, des codes, des silences, une sorte de marche à suivre, de lecture, à laquelle on ne peut pas forcément échapper si on lit un poème. Automatiquement, ce sera quelque chose d'universel. Automatiquement, ça va résonner en vous là où ça doit résonner. Voilà. On arrive au terme de ce 3e épisode et de ce 2e blocage face à la poésie. Et on va aborder un 3e blocage la prochaine fois, qui est un blocage encore lié justement à cette réticence un petit peu, à ces fausses croyances qu'on peut avoir avec la poésie. Et ce blocage-là, c'est « je ne sais pas écrire de la prose, alors imagine de la poésie ». Donc c'est un blocage qui est lié à la 3e étape, comme je vous ai dit au début, aux personnes qui auraient l'envie d'écrire de la poésie et qui me disent « Non, mais je ne sais même pas écrire de la prose, comment tu veux que j'écrive de la poésie ?» Bah, croyez-moi, ça aussi, c'est une fausse croyance. Et selon moi, tout à chacun est capable d'écrire de la poésie. Donc, si ça vous intéresse, retrouvez-moi dans le prochain épisode. Et merci beaucoup de votre écoute. Merci de prendre le temps d'écouter jusqu'au bout et de vous nourrir de mes définitions, de mon point de vue envers la poésie qui n'est bien évidemment pas un point de vue universel. Mais voilà, j'aime à vous partager ça, à vous partager mon amour pour cet art. D'ici là, n'hésitez pas à relire un poème avec tous mes conseils, avec toutes ces petites astuces et à ouvrir votre cœur. Croyez-moi, vous allez tout comprendre. À bientôt!